Un triple header plein d'enseignements, des qualifs ultra serrés, des stratégies complètement folles à Bahreïn et un changement de leader au championnat du monde des pilotes. Les courses se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. 5 grands prix disputés et presque le premier quart de saison complété. On commence à y voir un petit peu plus clair sur les forces en présence. Le problème, c'est que vous allez peut-être ressortir avec plus d'interrogations que de réponses, mais n'est-ce pas là le meilleur prétexte pour continuer de regarder cette saison 2025 de Formule 1 ? Ouais, je suis désolé, vous allez ressortir avec plus de questions. Bienvenue dans Overcut, le débrief qui se décale en stratégie et qui prend du recul sur les Grands Prix de Formule 1. Bon alors j'allais vous poser la question de savoir lequel des Grands Prix du Japon, de Bahreïn ou d'Arabie Saoudite vous avez préféré, mais au regard des nombreux commentaires sur l'onglet post de la chaîne YouTube, Bahreïn vous a quand même beaucoup plu. Alors, on va revenir sur ces 3 Grands Prix et prendre du recul pour voir une nouvelle fois les tendances, les progressions et forcément les quelques rumeurs du paddock, histoire de vous faire un avis un petit peu plus global sur ce qui se passe en Formule 1 en ce moment. Avant d'entamer notre Overcut, je voulais remercier CyberGhost VPN pour sponsoriser cette vidéo. Je l'utilise et vous le recommande depuis plus de 2 ans maintenant. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Vous pouvez vous géolocaliser dans plus de 100 pays différents pour regarder du sport auto par exemple. Et je vous avoue que moi ça m'a été utile à plusieurs reprises quand je me déplaçais à l'étranger notamment. Ça vous servira également pour débloquer tout le contenu de 35 plateformes de streaming, changer votre localisation en quelques secondes et profiter du catalogue américain de Netflix par exemple, bien plus riche en contenu, et vous pourrez regarder toutes les compétitions sportives en live diffusées sur des chaînes étrangères comme le tennis, le football, le MMA ou alors d'autres sports encore, le cricket par exemple. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS, Linux, les Smart TV et même les consoles. Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané et régaler du coup toute la famille, voire quelques potes si vous le voulez. Avec le lien que vous avez en description, vous avez CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois offerts, soit un prix de 2,03 € par mois. Vous avez évidemment 45 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, donc vraiment, vous n'avez rien à perdre. Bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous faire forcément un petit rappel des 3 Grands Prix qu'on a vécu ensemble sur ces 3 dernières semaines. Ça passe vite. Nous étions donc à Suzuka pour le début de ce triple header. Triple header, 3 courses d'affilée. C'est un circuit avec beaucoup de virages moyens et rapides et qui met en avant les qualités aérodynamiques des voitures. Jeddah en Arabie Saoudite, qui s'est couru d'ailleurs ce week-end, est un petit peu dans une typologie similaire de piste. Donc ça faisait 2 Grands Prix qui permettaient de confirmer ou d'infirmer certaines qualités sur les voitures des équipes. Entre les deux, on a fait un Grand Prix à Bahreïn, lieu des tests hivernaux, donc on pouvait aussi tenter une comparaison à ce moment-là. Sauf que à Bahreïn, il a fait vraiment chaud par rapport à il y a un mois et demi quand on avait fait les tests hivernaux. Et forcément, les voitures ont évolué aussi depuis. Donc ça a été difficile de faire une comparaison directe. En revanche, on a vu les équipes utiliser les softs en course. Et alors ça, c'est un phénomène qui est suffisamment rare pour le souligner, mais ça a complètement ouvert les stratégies et ça a participé au spectacle sur un circuit qui est propice au dépassement d'ailleurs. On a donc fait les grosses typologies de circuits qu'on va retrouver sur le reste de la saison 2025. À part quelques circuits très spécifiques comme Monaco par exemple, on a roulé sur des circuits limitant la performance par l'avant comme Suzuka ou Melbourne, mais aussi par l'arrière comme à Bahreïn. Quand on parle de limitant la performance, on parle du fait que le train avant ou le train arrière surchauffe, glisse, bref, perd de la performance en premier. À Suzuka par exemple, c'est le train avant qui prend tout dans la tronche par les grands S, les grands virages rapides, etc. À Bahreïn, c'est plutôt le train arrière qui prend tout dans la tronche parce qu'il y a des relances en appui à faire notamment, tu vois. Piastri a gagné donc Bahreïn et Jeddah quand Verstappen a fait une sacrée perf d'aller prendre la victoire au Japon, ainsi que 2 pole positions sorties clairement au talent avec une voiture qui l'a poussé au-delà de la limite. Je sais pas comment il a fait, mais il a sorti des dixièmes, on sait pas comment. Bon, maintenant qu'on a remis un petit peu de contexte, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a des choses à dire.
Le plus grand écart entre la P1 et la P2 en qualification en 5 Grands Prix, c'est 169 millièmes. Autrement, c'est toujours en dessous d'un dixième de seconde. On vit une saison où la pole position se joue au poil de fion, et je rigole pas, à chaque Grand Prix, c'est absolument indécent. Et ça ne concerne pas que les McLaren et Verstappen, parce qu'on a vu George Russell pas si loin à Bahreïn, par exemple, en échouant justement pour le coup à 169 millièmes. Et tout le reste du peloton est dans une dynamique qui est un peu similaire. 4 dixièmes en Q1, ça représente presque 10 places en général, si c'est pas plus d'ailleurs, ce qui est relativement énorme, sachant qu'une micro-erreur peut vous coûter 1 ou 2 dixièmes. Tu fais une micro-erreur, 1 ou 2 dixièmes, boum, c'est 5 ou 6 places. Alors faut être parfait, sortir au bon moment, la mise en température des pneus pour être parfait quand on lance le tour, ne pas se faire gêner, gérer les pneus pour garder de la performance peut-être dans le dernier secteur, etc. Faire aucune erreur, blocage, limite de piste, etc. Bref, je vous raconte pas tout ce qu'il faut faire. J'ajoute que les écarts sont serrés aussi bien devant que derrière. Sauber, qu'on juge aujourd'hui comme l'équipe en queue de peloton sans trop de doute, ils sont quand même de temps en temps aux portes de la Q2. Quand ça va pas, ils sont quand même dans le mix entre guillemets des pilotes qui sont éliminés en Q1. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que les classements qu'on voit, particulièrement en qualif, il faut qu'on apprenne à l'apprécier à sa juste valeur. Parce que dans notre imaginaire collectif, on part du principe que Sauber est nul, par exemple, voilà. Alors que ils sont pas si nuls que ça. On l'a vu au Japon, la qualif a presque décidé du résultat de la course, donc c'est primordial d'exceller dans cet exercice cette année sur ce genre de tracé, car dépasser, c'est devenu plus difficile qu'avant, je pense. Et comme tout le monde est très proche en termes de performance pure, forcément porter une attaque est donc logiquement plus difficile aussi. Parce que le delta de vitesse pour faire une attaque, c'est compliqué. Surtout quand il y a peu de dégradation et que tout le monde roule déjà à fond et qu'on a peu de stratégie entre guillemets de disponible à cause de la piste et de ses conditions, et c'était le cas justement au Japon. Les années précédentes, les équipes pouvaient venir et amener par exemple une grosse amélioration, et hop, ça faisait faire un gros pas en termes de performance pure entre guillemets, et en quelque sorte, ça pouvait aussi vous créer un gap un peu naturel, entre guillemets, de performance sur lequel vous aviez une sorte de filet de sécurité. Là, aujourd'hui, la différenciation et la performance se voient beaucoup plus par l'exécution du tour, de la séance, du week-end. Une bonne voiture, ça vous suffit plus. Et l'amélioration qui est apportée, même si elle fait progresser dans la hiérarchie en performance pure, évidemment, ça ne fonctionne pas si l'exécution ne va pas avec. Si vous n'avez pas une exécution parfaite, votre amélioration, elle vous donnera quelque chose, mais ça va pas le suffire, quoi. Verstappen et Tsunoda qui loupent leur premier run en Q1 à Bahreïn par exemple en sont la preuve. Leur deuxième run, faut faire un vrai temps, sinon ça sort en Q1. Et toujours à Bahreïn, une erreur de Norris, c'est pas P3. Lui, quand il fait une petite erreur, c'est P6. Et P6, ça fait loin. Alors du coup, les stratégies décalées le dimanche du fait des écarts serrés sont entre guillemets plus engageantes, d'accord? Donc si on prend un risque, on prend un vrai risque. Ocon à Jeddah, comme Douane et Bortoleto, ont fait un arrêt au premier tour, au moment de la safety car, pour mettre les hards et aller soit au bout, soit espérer une deuxième safety car pour faire un deuxième arrêt et espérer que à ce moment-là, ils avaient suffisamment progressé dans les hiérarchies pour être bien dans la position des points. Mais en fait, ils ne pouvaient pas tenter autre chose derrière. Ils étaient bloqués sur cette stratégie-là. Hadjar, Hülkenberg ou Norris, pareil, ça a joué le décalage stratégique qui les engageait sur une stratégie où ils allaient avoir moins d'options en course que s'ils étaient partis sur des médiums par exemple. Donc s'il y avait une safety car à un moment donné ou à un autre, ils étaient un peu baisés, quoi. À Bahreïn, Ferrari était sur une très bonne stratégie avant qu'une safety car ne mette tout à la poubelle. Le maître mot de tout ce que je vous dis, encore une fois, c'est prendre des risques, ça paye beaucoup. Ne pas en prendre, c'est possiblement perdre beaucoup aussi. Ça vaut presque le coup de prendre plus de risques que de rester un peu conservateur. Et ça dépend évidemment de votre position au départ. Les écarts sont tellement serrés que tout ça accentue l'approche de chaque séance par les équipes. Et ça demande une exigence encore plus forte qu'avant. On a vu des pilotes et même du personnel marqués, mais vraiment physiquement, à la fin de ce triple header. Et ce n'est que le 5e GP de la saison. Et là, tout le monde était en train d'entrer en mode « ouais, c'est bien qu'il y ait un break, quoi ». Donc c'est vous dire à quel point tout le monde se donne. L'exécution doit être donc parfaite, que ce soit d'un point de vue pilotage, stratégique, mais aussi au stand, pendant les arrêts au stand pour les courses, mais aussi pendant les séances et entre les séances.
Bon alors en vrai, je pourrais parler de toutes les équipes, de tous les pilotes sur la question de l'exécution, mais je vais aborder surtout McLaren, donc forcément Lando Norris, mais aussi Haas et Williams. Et on se doit d'aborder le sujet de Lewis Hamilton. Vous inquiétez pas, on parlera des autres un petit peu plus tard dans la vidéo, et sinon on parlera encore une fois des autres que je n'aurais pas abordés dans un prochain overcut. Chez McLaren, pour le moment, c'est Piastri qui est le plus parfait possible. Alors, ça manque un poil en qualif, mais autrement, waouh, tout est chirurgical, peu de précipitation, réfléchi, intelligent, enfin... C'est sa 3e saison en Formule 1 quand même, voilà, il fait quasi aucune erreur, c'est absolument incroyable. Du côté de chez McLaren, c'est un petit peu plus tendu quand même. On a vu 2 bluffs complètement pourris pour tenter de faire rentrer Verstappen au stand et jouer la stratégie, mais ils n'étaient pas bien construits ces bluffs. Ça a été le cas au Japon et à Jeddah où forcément à chaque fois ça faisait ressortir la McLaren ou la Red Bull dans le trafic si jamais ça s'arrêtait, donc ça n'avait aucun intérêt de s'arrêter. Et chez Red Bull, on a bien compris ça. C'est bien de tenter, mais il faut être plus précis dans ce genre de bluff. Mon plus gros point d'interrogation, c'est l'absence de swap entre Norris et Piastri au Japon, au moment où justement on pouvait attaquer Verstappen. Alors c'est annoncé clairement par Zak Brown. Il y a 2 numéros 1 chez McLaren. Norris n'a pas réussi à aller prendre Verstappen qui gérait bien la course et Piastri s'est rapproché. Tenter le swap sur cette fin de course pour essayer de briser le rempart Verstappen, ça vaut le coup, sachant que derrière, ils sont loin les mecs. Si ça passe pour Piastri, tant mieux, ça va scorer une victoire, ça va prendre des points. Si c'est pas le cas, il rend la position à Norris et on aura tout essayé et rien à regretter. Donc on a pris la décision de ne pas prendre de décision, donc de ne pas laisser à Oscar une chance de pourquoi pas attaquer Verstappen entre guillemets gratuitement. Donc on fait passer Norris avant. Mais encore une fois, il n'y a pas de favori pour le titre chez McLaren, on a même peur de cette confrontation parce qu'elle va être vraiment complexe à gérer et que ça va impacter tout le monde dans l'équipe. Alors à ce moment-là, au mieux ça pourrait se résoudre naturellement entre guillemets, au pire ça pourrait partir en gros clash et focaliser l'attention entre les 2 pilotes pendant qu'un Verstappen ou un Russell souffle le titre de champion du monde. Un peu comme en 2007, quand ils avaient Hamilton et Alonso et que c'est Raikkonen qui a été champion. Mais ça, c'était sans compter un Lando Norris un peu à côté de ses pompes sur des erreurs bêtes. Il se foire en qualif à Bahreïn, il part P6, il se place sur la grille et se met en dehors de son emplacement, 5 secondes de pénalité. Il dépasse Hamilton mais doit rendre la position car un petit peu trop gourmand au virage 4 à Bahreïn. Et puis à Jeddah, il plante sa voiture sur son premier run de Q3, donc le run où les pilotes sont censés, entre guillemets, prendre une première marque, en règle générale. Il part P10, il se fait avoir comme un débutant par 2 fois par Lewis Hamilton au jeu du DRS sur le dernier virage et la ligne droite de départ arrivée. Ça, c'est juste pas possible qu'un pilote d'expérience comme Norris se fasse avoir comme ça. Les jeux de DRS, on a vu ça entre Lewis Hamilton et Verstappen plusieurs fois. On a vu ça aussi entre Verstappen et Leclerc. Enfin, il n'y a rien de complètement de nouveau là-dessus. Faut avoir un peu de concentration et de la roublardise. Et c'est pas le cas de Norris. Alors, ça fait trop d'erreurs, il se met des bâtons lui-même dans les roues et j'avoue que ça me fait un petit peu mal pour lui parce que ça doit être vraiment complexe à gérer. Il est très certainement beaucoup plus dur avec lui-même que vous et moi nous sommes durs avec lui et de très loin. Pourtant, Lando Norris, il a une vraie vitesse, il a une très bonne attitude en course, il est agressif, il ose sur les dépassements, il prend des bons départs. Le départ à Bahreïn, c'est une masterclass, mais il le dit lui-même, il n'arrive pas à cliquer avec la voiture et je pense que c'est aussi un petit peu dans sa tête. Et logiquement, il ressort de ce triple header en lâchant la tête du championnat à son coéquipier. Alors, il va falloir se réveiller pour Lando car s'il continue de se mettre des bâtons dans les roues sur les prochaines courses, on aura clairement un numéro 1 dans l'écurie et un numéro 2 qui sera Lando Norris. Et le titre va doucement devenir ce qu'on appelle une mission impossible. En revanche, et je tiens à le préciser à tous les détracteurs de Lando Norris et qui viennent prendre la tête à ceux qui seraient heureux par exemple de voir Norris prendre le titre, encore une fois, si Lando Norris gagne le titre cette année, c'est parce qu'il sera sorti de ces problèmes d'exécution qu'on a vus sur ce triple header notamment. Si Norris gagne le titre, c'est parce qu'il aura été obligé d'évoluer et d'être meilleur mentalement que Piastri qui, à date, est incroyable. Meilleur en exécution, plus fourbe, bref, il faut un Lando Norris qui a les qualités, entre guillemets, d'un véritable champion du monde de Formule 1. Ce n'est pour le moment pas le cas de Lando Norris, beaucoup plus pour Piastri, on a encore 19 Grands Prix, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi voir venir.
Bon, maintenant j'aimerais qu'on parle un peu plus de Lewis Hamilton qui, à la sortie du GP de Chine et d'une victoire en sprint, donnait une indication que la Ferrari avait un potentiel, mais qu'il fallait trouver un petit peu comment l'activer. On ne savait pas encore trop comment ça se passait. Force est de constater que Charles a réussi à trouver la performance de la voiture de manière assez constante, entre guillemets, quand Lewis Hamilton plafonne un petit peu, entre guillemets. Il est constamment en dessous de Leclerc en qualif, entre 3 et 6 dixièmes, ce qui est pas rien quand même. Le Britannique a du mal à adapter son style de pilotage, qui aime naturellement une voiture assez neutre, plutôt ancrée de l'arrière, à une voiture qui se pilote avec un train avant très pointu et un train arrière très léger, comme c'est le cas aujourd'hui pour la Ferrari, et qui correspond plutôt bien au style de pilotage de Charles Leclerc. Alors pour extrapoler un peu, je prends un peu cette image-là, mais Hamilton vit un peu, dans une moindre mesure, ce que vit un second pilote chez Red Bull, entre guillemets, quand il découvre une voiture ultra fine et qui met pas spécialement en confiance. C'est moins le cas, mais c'est un peu l'image qu'on a. Alors on voit et on sent encore qu'il y a un besoin d'adaptation avec ses ingénieurs sur la manière de communiquer. Au Japon, par exemple, son ingé met trop de temps à lui donner des conseils malgré la situation de course, donc c'est lui qui demande, il y a encore un petit peu de travail à ce niveau-là. Et puis, de manière un peu plus globale, on a un Lewis Hamilton qui montre une inconstance en fait. À Bahreïn, il sait pourquoi il est lent, qu'il fait des erreurs, ceci, cela. Il a des pistes pour corriger le tir. Et quand on arrive à Jeddah, il est à nouveau paumé. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé, surchauffe des pneus, sous-virage, bref, la totale, il n'y a rien qui va. Alors, à noter que Ferrari est venu avec un nouveau fond plat depuis Bahreïn qui a montré une performance prometteuse, mais on aura beau mettre toutes les améliorations sur la Ferrari, tant que Hamilton ne se sera pas adapté, ça fonctionnera difficilement. Et vous le savez, les jeunes s'adaptent généralement assez vite, les plus anciens mettent peut-être un petit peu plus de temps, ça c'est normal, voilà, les réflexes baissent, c'est l'âge, c'est la vie, c'est comme ça. Mais la vraie question c'est quand est-ce que ça fera trop? Mi-année, fin de saison, on attend 2026 pour voir quelque chose de nouveau, mais même si on en est encore loin, je pense, très clairement, on n'en est pas là à se poser toutes ces questions-là, mais attention quand même un peu au syndrome Daniel Ricciardo, qui lui n'a jamais su s'adapter à la McLaren de 2021, et donc on a tout basculé sur 2022, et malgré un changement de réglementation, il n'a pas non plus réussi en 2022. On n'en est pas encore là, mais il y a peut-être ça dans un coin de la tête. Pour terminer cette longue partie sur l'exécution entre guillemets, j'ai deux équipes qui m'ont vraiment impressionné par leur progression et notamment leur exécution, c'est Haas et Williams. Chez Haas, ça a bien fonctionné au Japon pour Oliver Bearman avec la dynamique du Grand Prix qu'il y avait. Ils ont assuré ce qu'ils avaient sous la main en fait et ça faisait partie des rares Grands Prix où être plutôt conservateur était plus intéressant que de prendre des risques parce que tout le monde roulait vraiment à fond et donc t'avais pas d'intérêt à risquer grand chose et de toute façon c'était compliqué de choisir autre chose. Ça a bien fonctionné pour Esteban Ocon à Bahreïn malgré un plantage de voiture en Q2 et c'est assez rare de le voir faire une erreur comme ça, mais gros départ, bon premier relais, il a résisté un paquet de tours à Verstappen derrière qui finalement est passé. Mais à Jeddah, ça a pris un petit coup dans la nuque sur la performance pure de la voiture. Malgré tout, et je vous le disais plus tôt en vidéo, ils ont pris des risques avec Esteban Ocon pour se positionner dans les points. Ça n'a pas fonctionné, mais l'intention était là. Donc bravo à Haas quand même pour ce côté-là. Williams, pareil, la voiture progresse, l'équipe avec, les pilotes avec. On a vu un Alexander Albon assez tendu à la radio au Japon notamment. Ce qui est intéressant, c'est que Albon est capable de lire la course et de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et à contrario, son ingé doit progresser pour lui donner des informations pour être plus efficace et surtout plus complémentaire à la vision qu'a Alex Albon de la course. James Vowles le disait très bien en interview à Jeddah, c'est un point sur lequel ils vont devoir bosser et avec justement Carlos Sainz qui est très bon dans les lectures de course et dans l'intelligence de course, ça va progresser de ouf. De devoir bosser sur ce genre de choses, de communication, de lecture de course, etc., c'est vous dire les progrès qu'ils ont fait depuis quelques années parce que ça y est, maintenant ils sont dans le mix et ils doivent faire avec et pouvoir lire de mieux en mieux les courses entre guillemets. Côté Carlos Sainz, ça progresse aussi doucement, mais ça va dans la bonne direction petit à petit. Pour preuve, son week-end à Jeddah où il rentre en Q3 pour la deuxième fois consécutive, finit meilleur des autres en tirant son équipier au DRS, etc. Masterclass de jeu d'équipe qui rappelle évidemment Singapour. L'exécution et surtout le contact avec Tsunoda avait mis un terme prématuré à sa course à Bahreïn, donc on ne peut pas trop lui reprocher ce week-end-là. Autant le Japon, ça a été peut-être un petit peu plus difficile, mais on voit nettement la progression sur ce triple header. Bon,
ça a animé les débats au soir du Grand Prix d'Arabie Saoudite. La manœuvre entre Oscar Piastri et Max Verstappen a été évidemment litigieuse. Et je vous l'avoue, je sais plus du tout quoi penser de tout ça. J'ai d'ailleurs plus d'interrogations pour vous que de réponses à vous donner malheureusement. Et c'est des interrogations vraiment sincères parce que je comprends plus rien. Alors, Piastri est devant à la corde, donc ça reste entre guillemets son virage. Mais Verstappen est quand même bien à côté et à sa hauteur. Piastri reste dans les limites de piste et prend les virages 1 et 2, donc il est en pleine possession de sa voiture. Bref, Piastri remplit tous les critères de ce fameux Driver Guidelines dont on parle depuis quelques années, dont on ne sait pas ce qu'il y a concrètement dedans. Bon, ok, j'ai pas trop de problème là-dessus, voilà, c'est sur la manœuvre en tant que telle, comme elle est résumée, il n'y a pas de souci. La FIA donne 5 secondes de pénalité à Verstappen pour avoir coupé la piste et gagné un avantage injuste en prenant en compte que c'est le tour 1 et que c'est le premier virage. Là-dessus, j'ai pas trop de problème non plus, ça me paraît assez logique. Avant de vous adresser mes questions, j'ai quand même 2-3 petites remarques. Premièrement, le fameux Driver Guideline, on sait concrètement toujours pas ce qu'il y a vraiment écrit dedans, même si on a eu des échos et qu'on arrive à se baser sur quelques articles de journalistes qui sont dans le paddock et ont eu accès à ce document, ça reste un document secret. Du coup, le public qu'on est manque d'informations pour lire la manœuvre correctement et comprendre pourquoi, qui est en tort et pourquoi on met telle pénalité, etc. J'ajoute que, comme d'habitude, il faut aller sur le site de la FIA pour voir le document officiel qui concerne la pénalité. Autrement, si vous ne regardez pas le débrief, vous n'avez aucune explication de ce qui s'est passé. Voilà, et encore. Cette explication qui reste d'ailleurs incomplète, je trouve, mais ça reste mon point de vue. Deuxièmement, la safety car est intervenue à la fin du premier tour et n'a peut-être pas donné le temps à la direction de course de demander à Red Bull et à Verstappen de rendre la position ou de leur donner ce pouvoir-là. Généralement, les équipes le font d'elles-mêmes quand le cas est clair et net. On l'a vu à Bahreïn notamment avec Lando Norris et Lewis Hamilton. Mais dans ce cas-là, je peux comprendre les deux points de vue opposés où on s'estime être dans le bon droit. Donc on retire le droit de rendre la position là où ça aurait été peut-être un peu intelligent et dans l'esprit du sport aussi, de la belle bataille. Qui plus est, sous safety car, même si on n'a pas le droit de se dépasser, la direction de course aurait pu demander le swap entre les deux voitures. Elle a complètement le droit de le faire parce que ça reste à la direction de course, au regard de la direction de course de faire ce genre de choses. Dernière remarque, j'ai le sentiment que si on inverse la position des deux protagonistes dans cette action, le public en règle générale serait peut-être plutôt tombé sur Verstappen pour avoir poussé Piastri dehors. Or ici on dit que Verstappen n'a pas pris le virage. Alors pourquoi? Voilà, en vrai c'est une vraie question, je suis en quête de compréhension sur comment on doit comprendre ces manœuvres-là, encore plus quand elles incluent Max Verstappen parce que compliqué quoi. L'année dernière, typiquement, on a un Verstappen dans la position de Piastri au GP du Mexique, notamment au virage 4 avec Lando Norris, et il avait écopé de 5 secondes de pénalité pour avoir forcé un autre pilote en dehors de la piste. Donc, bon, pourquoi c'est pas le cas de Piastri ? Voilà. J'appuie juste sur ce dernier point car on l'a vu à de nombreuses reprises, le premier virage côte à côte, ça tire souvent large entre les deux premiers. Hamilton-Rosberg, c'était monnaie courante et vu la trage de Piastri et de Verstappen, on peut dire qu'ils sont tous les deux allés assez loin dans le virage par rapport à une trajectoire plus optimale. C'est un peu le jeu, c'est la course, c'est celui qui freine le plus tard et souvent les deux premiers freinent un poil trop tard. En fait, ce que j'aime pas dans ce que l'on vient de voir, entre guillemets, à Jeddah, c'est, et ça reste ma vision de la chose, c'est que ça coupe le spectacle. Je suis complètement d'accord sur le fait que Verstappen doit rendre l'avantage injuste qu'il a pris, mais Oscar Piastri, je trouve à mon sens qu'il doit aussi laisser de la place à l'autre voiture pour lui permettre d'avoir la possibilité de prendre le virage, même si Verstappen a décidé de couper tout droit, tu vois ce que je veux dire? Alors, si Verstappen était roue avant contre roue arrière derrière Piastri, c'est évident que Piastri a l'avantage dans ce virage. Là, ça me paraît être un peu moins le cas. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires parce que j'ai besoin de compréhension. Vraiment, je comprends plus. J'avoue, là-dessus, Donc, à vous de me dire. Sincèrement. Kimi Antonelli nous a impressionnés, même si on pouvait s'y attendre, et il continue de bien performer. Il reste derrière George Russell, mais il fait le job. On sent que le coup d'éclat de début de saison, je dirais entre guillemets, en train un peu de s'essouffler et qu'il tape pour le moment sur une sorte de plafond de verre, un peu d'apprentissage entre guillemets. On a l'apprentissage des pneus 2025, la stratégie chez Mercedes, j'ai l'impression que parfois ça se facilite pas beaucoup la vie. Et puis on est rentré vraiment un peu dans le dur avec ce triple header où
faut s'accrocher quand même, quoi. En revanche, celui qui m'a vraiment impressionné, et j'avoue que pour le coup, je m'y attendais pas, ou en tout cas pas à ce point-là, c'est Isaac Hadjar. Il arrive à sortir de la Q1 avec un problème de siège et de ceinture, et Dieu seul sait à quel point ça doit être l'enfer parce que ça fait mal les harnais, surtout au niveau des Il marque ses premiers points le lendemain avec un dépassement sur Sainz, un poil hésitant quand même, mais bon voilà. Il a appris la gestion des gommes à Bahreïn et c'était un petit peu plus complexe. Et puis la stratégie décalée pour buter sur les deux Williams à Jeddah en fin de course. Faut la faire tenir quand même, la stratégie décalée avec les hard, machin, pas trop se donner, garder du rythme, etc. Et il marque encore un point. Il a pas chômé le Isaac là. Alors, tout se transforme pas comme ça pourrait pour Isaac. La Racing Bull est peut-être un poil en retrait par rapport à la Williams là. C'est, je dirais, peut-être même l'Alpine. Mais pour ça, il faudrait que l'Alpine, elle roule de temps en temps. Mais il valide un par un les enseignements pour vraiment bien performer en Formule 1 et ça fait plaisir. Alors, il va au combat, il n'a pas peur, il fait du bon boulot. La seule peur qu'on peut avoir pour lui, c'est qu'il se fasse catapulter trop tôt chez Red Bull. Mais autrement, la dynamique, elle est vraiment folle, dans le bon sens du terme. C'est loin le temps de l'Australie et de ce fameux tour de formation qui s'est mal passé. Alors, je suis obligé de vous toucher 2 mots sur Jack Doohan. Après ce gros carton en FP2 au Japon, il a assuré le reste de ce triple header pour le coup. Et chapeau parce que le carton, il est quand même assez vénère. Il paraît qu'il y a 2 camps chez Alpine. Il y en a un qui veut mettre Colapinto dans la voiture et l'autre qui trouve que Jack Doohan fait quand même du bon boulot avec les ingés et qu'il faudrait lui laisser du temps. En fait, le problème qu'il y a avec Jack, c'est qu'il reste assez loin de Gasly en qualif, par exemple, parce qu'il se prend un 5-6 dixième, ce qui fait beaucoup. Parce que, encore une fois, on en a parlé en début de vidéo, 5-6 dixièmes, c'est 10 places de différence sur la grille et ça joue tellement sur le dimanche, c'est compliqué. Sachant que l'Alpine, elle a de quoi être en Q3 et de rentrer dans les points, j'allais dire de manière assez régulière, quand tout est mis bout à bout et quand ça roule correctement, hein, évidemment. On verra bien ce que ça dit pour Miami, mais pas certain que Colapinto soit beaucoup mieux comme remplacement. On verra. Alors on a parlé des McLaren un peu plus tôt, Piastri est un leader naturel chez les papayas je trouve aujourd'hui. C'est le leader du championnat pour la première fois de sa carrière, il est chirurgical, il fait aussi preuve de roublardise. Sa manœuvre avec Verstappen c'est très bien joué pour le coup, encore une fois, faut prendre les choses telles qu'elles sont. C'est une manœuvre de pilote, j'allais dire champion du monde entre guillemets, ou qui va l'être, qui a les capacités, les qualités pour l'être. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Lando, bon, ça doit se réveiller, mais on verra bien. Et donc la question c'est qui pour challenger Piastri ou Norris ou les McLaren même en règle générale. J'étais parti sur George Russell après la Chine car c'était le pilote le plus constant, l'un des meilleurs exécutants entre guillemets sur la grille devant, ça maximise tout ce qu'ils ont sous la main en règle générale et la performance de la voiture est plutôt bonne. Alors malgré les problèmes qu'ils ont eu à Bahreïn avec le DRS qui a bugué, le brake-by-wire qui a foiré où la pédale du frein s'est retrouvée au sol, bref, où il fallu tout réinitialiser etc. Ça fait quand même P2 et ça défend sur Norris. Et puis Verstappen qui avait laissé tout le monde bouche bée au Japon entre la pole position et la victoire menée magistralement, on s'est dit que c'était une fois mais pas deux quoi. Il a recommencé à Jeddah avec un tour sorti de nulle part en qualification pour prendre la pole position et se positionner parfaitement pour le dimanche. Et cette capacité à jouer de si gros coups, je trouve ça dingue déjà et ça le maintient dans la course au titre quand on aurait pu penser que ça s'était complètement effrité entre guillemets à Bahreïn où c'était complètement, j'allais dire catastrophique, c'est peut-être pas le terme mais très difficile. La question du coup c'est est-ce qu'il est capable de surperformer cette voiture-là toute la saison? La RB21 est bien en termes d'aéro ou sur des circuits front limited comme on dit, comme Suzuka, Melbourne ou Jeddah. Mais ça fonctionne pas du tout à Bahreïn qui est un circuit rear limited où vraiment c'est le train arrière qui va céder entre guillemets en premier. J'ai l'impression que la Mercedes, la W16 est un petit peu plus polyvalente, permet plus de constance dans la performance et surtout de pouvoir exploiter la voiture dans la bonne fenêtre ou en tout cas de s'y rendre facilement par du setup, des conditions de piste etc. que ça absorbe bien le truc. Mais ça n'a pas été le cas à Jeddah où la Mercedes a souffert de surchauffe des pneus. Donc il y a potentiellement un problème de pneus, bien qu'ils aient réussi quand même à faire 24 tours en soft à Bahreïn, ce qui est l'un des circuits les plus violents pour les pneus en termes de dégradation. Je comprends pas. Alors on va se poser la question quand même de savoir si Charles Leclerc pourrait être un challenger.
qui lui aussi a montré une belle progression sur ce triple header, aidé par des améliorations, notamment celle du fond plat comme on en a parlé. Elle a bien fonctionné à Bahreïn, mais c'est surtout à Jeddah qu'on allait voir un peu plus, et ça a été le cas. Seul problème, c'est que Leclerc a un peu l'impression d'avoir touché une sorte de limite de performance de la voiture, une sorte de plafond de verre, et de ne pas pouvoir trouver plus pour le moment. Donc pour le moment, le max, c'est P4 à 3 dixièmes de la McLaren en qualif. C'est le max. Et le problème, c'est que, eh bien, c'est pas un domaine où il en manque vraiment et que tu peux résoudre facilement, mais plutôt un petit peu partout qui manque de la perfo en règle générale. Alors dans ce contexte, on voit quand même Ferrari exécuter à la perfection les courses, et je tiens à vraiment le souligner, la stratégie est toujours la bonne, même si elle paye pas à chaque fois à cause d'un événement de course. Les décisions sont les bonnes de mon point de vue, que ce soit le Japon, que ce soit Bahreïn, que ce soit Jeddah, c'est les bonnes décisions. Les pit stops, on se foutait de leur gueule il y a encore quelques années, mais là ça doit être presque les meilleurs de la grille, donc tout ça mis bout à bout, ça va quand même chercher une belle P3 à Jeddah. Faut oser, mais ça paye. Par contre, pour toi aller toucher les McLaren, c'est encore un peu trop juste. Donc va falloir attendre des améliorations, notamment à Imola, il paraît, et ce qu'il y a comme rumeur. Et puis on verra ce que ça donne par la suite justement sur les prochains Grands Prix. On en a déjà parlé en début de vidéo, mais Williams réalise leur meilleur début de saison depuis 2016 quand même. Donc c'est à souligner, ça reste un petit peu haché mine de rien évidemment. Encore une fois, tout mis bout à bout, ça score des points. As, c'est un peu la même dynamique, mais les deux autres qui sont un poil en dessous, ça reste Racing Bull et Alpine. Chez Racing Bull, Lawson a du mal encore pour le coup. Hadjar apprend et fait entre guillemets ce qu'il peut, mais il performe quand même très bien. Un Tsunoda, ça aurait probablement hissé l'écurie peut-être un peu plus haut. Point d'interrogation, je sais pas. Chez Alpine, c'est la faute à pas de chance. Gasly se fait sortir alors qu'il a le potentiel des points, et puis même en règle générale, il y a toujours un truc qui va pas. Et Douane n'est pas encore tout à fait au niveau. Donc on a 4 équipes qui vont se battre pour les points quand un ou des pilotes du Big Four, entre guillemets, faute. Va falloir encore une fois être parfait dans l'exécution pour saisir toutes les opportunités qui tombent. Et c'est important, et Haas l'a déjà fait, Williams le fait aussi quand même plutôt pas mal. Ai-je besoin vraiment de parler d'Aston Martin où Alonso est résigné, et Sauber où on attend un peu la suite quoi, donc écoutez, on verra pour ces deux équipes un peu plus tard. La rumeur qui a enflé pendant ce triple header, c'est un potentiel départ de Max Verstappen de chez Red Bull. 2 destinations possibles, Aston Martin ou Mercedes. Ça représente des équipes et des projets qui auront du poids dans les années à venir, donc c'est pas totalement déconnant. Chez Mercedes, Toto Wolff est très content de la paire de pilotes qu'il a, encore plus quand on voit le boulot de George Russell pour le moment, la bonne progression de Kimi Antonelli aussi, donc Verstappen chez Mercedes, c'est non pour le moment quoi. La seule situation où ça jouerait en sa faveur à Max Verstappen, c'est un Russell qui sous-performerait totalement et qui ouvrirait entre guillemets la discussion pour une arrivée du néerlandais. Antonelli, lui, pour le coup, il est safe encore pour un petit moment, c'est le petit bijou Mercedes, donc pas de souci. Chez Aston Martin, selon Fernando Alonso en conférence de presse, c'est improbable que Verstappen arrive, donc le fiston Lance Stroll va rester encore pour un petit moment, tant que Alonso n'aura pas raccroché le casque. Pas de Verstappen chez Aston Martin. Attention quand même à ce projet Aston Martin qui, sur le papier, est exceptionnel au vu des moyens, du personnel, etc. Mais il faut pouvoir tout faire fonctionner ensemble, et pour le moment, ça a été leur plus gros problème, mine de rien. Adrian Newey est une excellente addition à tout ce line-up là, mais il faut pouvoir s'en servir entre guillemets correctement, si je puis me permettre de dire ça. Alors l'intéressé, Max Verstappen, se contrefiche de tout cela évidemment, car il se concentre sur sa voiture et son équipe et rien d'autre, mais son management n'est pas spécialement content de la situation. Il y avait eu des discussions un peu houleuses à l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn. Sans forcément entamer des discussions pour l'avenir, le management de Verstappen doit déjà réfléchir à des options possibles pour leur poulain, évidemment. De là à passer à l'action, il va y avoir un petit peu de temps. Et avant que ça se sache pour nous, il va falloir encore attendre un peu plus. Sauf si on a une bonne vieille fuite à la Helmut Marko ou Jos Verstappen. Ça peut nous régaler. Mais sinon, autrement, il va falloir attendre. On a retrouvé un Max Verstappen particulièrement agressif dans les combats rapprochés, comme au Japon, en sortie des stands avec Norris ou avec Piastri à Jeddah. Sa voiture est trop juste et donc il force plus que ce qu'il
devrait, entre guillemets, moi je trouve personnellement, on a retrouvé un Verstappen des années 2020-2021. À côté de lui, Tsunoda est loin d'être mauvais, il est même surprenamment dans le coup. Il y a quand même quelques difficultés pour le japonais, erreur de qualif au Japon, erreur de course à Jeddah, quand il avait la possibilité de bloquer entre guillemets Lando Norris pour le premier relais et puis le faire retarder et faire jouer Verstappen comme ça. Mais sinon, en performance pure, il est dans le coup. Il est proche de Verstappen. Donc la question suivante, c'est si Verstappen part, qui vient chez Red Bull? On garde Tsunoda à défaut de mieux, on va chercher un autre pilote en dehors de la filière Red Bull, on fait monter Isaac Hadjar, un gros changement en même temps que 2026. Est-ce que ça fait pas un peu trop beaucoup, etc. Vous comprenez le dilemme, quoi. Bref, on n'en est pas là, mais vous avez un florilège des questions qu'on pourrait se poser si jamais ça venait à s'enclencher, entre guillemets, ou en tout cas si on prenait cette direction-là. L'autre grosse histoire du paddock concernait les moteurs 2026 et pourquoi pas un retour au V10 en 2029. On vous a préparé une vidéo à ce sujet qui devait sortir la semaine dernière, mais la grippe que je me suis cogné l'a repoussée à la semaine prochaine. Je m'intéresse aujourd'hui plus à 2026 puisque l'histoire des V10 concerne après 2029. Il semblerait que la FIA revoie les règles en ce moment même, notamment sur le déploiement de l'énergie des moteurs avec des ajustements continuels à faire parce que les pilotes devraient a priori lâcher les gaz en pleine ligne droite pour faire ce qu'on appelle du lift and coast, recharger les batteries, etc. en tour qualif. On lâche le gaz en tour qualif, il n'y a rien qui va. Autant vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de 2026, mais qu'a priori ça ne se dirige pas spécialement dans le bon sens pour le moment, d'où les discussions déjà sur l'après, et forcément aussi un peu le scepticisme des pilotes en général sur la grille, qui répondent à ce genre de questions avec un petit peu de doute sur ce qui pourrait se passer en 2026. Bon, je sais que ça fait pas mal d'informations sur cette overcut. Avec la grippe que je me suis tapé, tout a pris un peu de retard dans ce que l'on voulait faire. Donc on continue de bosser encore une fois un peu le format. On est preneur encore une fois de vos retours évidemment, mais chaque overcut sera un peu à sa façon, unique pour le coup. J'attends évidemment vos réactions sur ces 3 grands prix qu'on a vécu et votre prise de recul sur cette saison 2025 qu'on abordera en live sur la chaîne secondaire. On prendra quelques commentaires pour en discuter. Comme d'habitude, c'est un format que je kiffe faire et puis discuter avec vous en direct, c'est toujours très cool, très enrichissant pour le coup. N'oubliez pas de jeter un œil à mon partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost VPN. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. On se retrouve tous les mercredis pour une nouvelle vidéo, en live le jeudi, mais pas que, évidemment. Vous avez des extraits sur la chaîne secondaire des Pielo Plus pour aller encore un petit peu plus loin. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!